9 minutes. Il n'a fallu que 9 minutes pour anéantir l'héritage politique de Nicolas Sarkozy et déclencher le plus grand scandale de la Ve République depuis l'affaire Clearstream. Retour en arrière, l'ancien président vient de livrer une défense passionnée devant la commission d'enquête parlementaire. Il nie catégoriquement tout financement libyen pour sa campagne présidentielle. Il fixe Sébastien Lecornu avec cette assurance caractéristique de l'homme politique chevronné, celui qui a survécu à des décennies de scandales persuadé d'avoir encore une fois échappé à la justice grâce à sa rhétorique rodée, sauf que cette fois c'est différent. Le Premier ministre français se lève et il sort des documents qui vont paralyser l'ensemble de l'Assemblée nationale. On n'est plus dans un simple débat sur de vieilles accusations. On est face au moment précis où un homme de 39 ans pulvérise en quelques minutes la réputation d'un ancien président de la République. Mais pour saisir l'ampleur du séisme qui va secouer le Palais Bourbon en ce jour de janvier 2026, il faut remonter près de 20 ans en arrière, à l'époque où Nicolas Sarkozy préparait son accession au pouvoir suprême. Tout commence dans les palais dorés de Tripoli. Le colonel Mouammar Kadhafi, dictateur fantasque, règne sur la Libye et ses immenses réserves pétrolières. On est en 2005 à 2006 et la France, à cette époque, elle cherche désespérément à normaliser ses relations avec le régime libyen parce que, faut se rappeler, les tensions liées aux attentats du DC-10, du TA en 1989, c'était encore très présent. Et c'est là qu'entre en scène Nicolas Sarkozy. À l'époque, il est ministre de l'Intérieur, mais tout le monde sait qu'il vise l'Élysée. Et lui, dans ce rapprochement avec Kadhafi, il ne voit pas juste une opportunité, il en voit trois. Primo, renforcer son image à l'international. Deuxio, décrocher des contrats juteux pour les entreprises françaises. Et tertio, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, obtenir des financements discrets pour sa future campagne présidentielle. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Parce que dans toute cette histoire, il y a un personnage absolument central, un type que vous devez retenir, Ziad Takieddine. Qui c'est ce mec, un homme d'affaires franco-libanais né à Beyrouth en 1950 et pas n'importe lequel. On parle d'un gars qui a bâti toute sa fortune dans le commerce international d'armement, un secteur opaque par excellence où se mélangent intérêts d'État, profits privés et corruption systémique. Autrement dit, le genre de milieu où tout le monde se sert au passage et où personne ne pose de questions. Et son carnet d'adresses absolument dément. Des généraux africains, des princesses du Golfe, des ministres européens, des dictateurs moyen-orientaux, le mec connaissait tout le monde. Il maîtrisait parfaitement tous les rouages du système de commissions occultes qui lubrifient le marché mondial des armes. Mais surtout, Takieddine était spécialisé dans un truc bien précis, l'intermédiation entre régimes autoritaires et responsables politiques occidentaux. En gros, il faisait le pont entre les dictatures et les démocraties moyennant de très grosses enveloppes. Et avec le régime libyen de Kadhafi, il entretenait des relations privilégiées depuis les années 1990, servant régulièrement d'intermédiaire dans des transactions plus que douteuses, impliquant des commissions occultes. C'est dans ce contexte trouble que ce personnage sulfureux entre en scène. Alors son truc à lui, c'était quoi? C'était simple, se placer au milieu. Entre la France d'un côté, les régimes autoritaires de l'autre, et au milieu, les gros contrats d'armement. Et à chaque deal, il empochait de sa commission entre 3% et 8% du montant total. On ne parle pas de petites sommes, hein? Et ces commissions, officiellement, c'était quoi? Des frais de conseil, de la mise en relation. Sauf qu'en vrai, cet argent, il servait à graisser des pattes. Des décideurs français, des décideurs étrangers, tout le monde y passait. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est la Libye. Depuis 1995, Takieddine avait tissé une relation ultra étroite avec le régime de Kadhafi. Comment? En servant d'intermédiaire dans la vente de matériel militaire français aux Libyens. Et ça, c'était en plein embargo international. Oui, vous avez bien entendu. Et c'est justement ce contournement des sanctions qui avait scellé la confiance entre lui et les services secrets libyens. Pour eux, il était devenu un allié fiable, quelqu'un sur qui on pouvait compter. En septembre 2006, une rencontre secrète est organisée à l'hôtel Bristol. Rien que le lieu, déjà, ça pose le décor, on n'est pas au McDo du coin. Et c'est là que Takieddine lâche une bombe à Sarkozy. En substance, il lui dit « Écoutez, Kadhafi est prêt à financer votre campagne présidentielle. » Et pas qu'un peu, on parle d'un soutien très généreux. Pourquoi lui? Parce que le colonel est convaincu que Sarkozy est le seul politique français capable de normaliser les relations entre Paris et Tripoli sur le long terme et surtout de faire sauter l'embargo sur les ventes d'armes. Mais évidemment, il y a une condition non négociable, tout ça doit rester dans l'ombre totale. Confidentiel,
Personne ne doit savoir. Raison diplomatique qu'ils disent. Alors là, on va parler de quelque chose de vraiment grave. Ce qu'on a sur la table, c'est une proposition de financement étranger. Et pas n'importe quel financement, un financement complètement illégal. On parle d'une violation flagrante caractérisée de toutes les lois françaises sur la transparence des campagnes électorales. Et quand je dis toutes, c'est toutes. Parce qu'il faut comprendre un truc, la législation française, elle est particulièrement stricte sur ce sujet. Depuis les scandales des années précédentes, les règles sont claires. Pas de dons de personnes morales étrangères, pas de financement par des États étrangers. Les contributions individuelles plafonnées à 7 500 € par personne par campagne. Point final. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose? Accepter plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions. Venant d'un régime dictatorial étranger. Rien que ça. Et les conséquences, elles sont pas anodines. On parle d'un crime financier passible de 10 ans de prison et d'1 million d'euros d'amende. Mais au-delà de l'aspect pénal, il y a quelque chose de bien plus profond, de bien plus inquiétant. C'est potentiellement une trahison des intérêts nationaux. Parce qu'accepter cet argent, ça revient à placer le futur président sous l'influence directe d'une puissance étrangère hostile aux valeurs démocratiques. Et ça, c'est peut-être le plus grave de toute cette affaire. Et pourtant, si on en croit les déclarations que Takedine fera plus tard Sarkozy, il était au courant. Pire que ça, il aurait donné son feu vert, un accord tacite, pas écrit noir sur blanc évidemment, mais un accord quand même. Et le système mis en place pour faire transiter cet argent, franchement, c'est d'une simplicité presque insultante. On ne parle pas de montage financier complexe avec des sociétés écrans aux Bahamas, non, non, non. On parle de cash, du liquide, retiré directement depuis des comptes crêtes libyens fourrés dans des valises, oui, des valises littéralement transportées physiquement jusqu'en France et remis en main propre à des proches de Sarkozy. Et ces proches-là, leur boulot, c'était quoi? Injecter cet argent sale discrètement dans la machine de campagne. Ni vu ni connu. Entre novembre 2006 et mars 2007, en pleine période préélectorale et pendant la campagne présidentielle elle-même, Takedine a fait 3 allers-retours entre Tripoli et Paris. Et à chaque fois, le bonhomme ramenait des sommes absolument considérables en liquide planqué dans des valises diplomatiques, des valises qui par définition échappent totalement au contrôle douanier. Alors, le montant total de ces transferts, d'après ses propres déclarations faites bien plus tard, aurait atteint les 5 millions d'euros. 5 millions. Pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, ça représentait quasiment 25% du budget officiel de la campagne de Sarkozy, un quart du budget légal potentiellement acheminé en cash depuis la Libye. On est clairement plus dans l'anecdote là. Alors, 2007, c'est une année absolument charnière. Nicolas Sarkozy décroche la présidentielle 53% des voix face à Ségolène Royal. Et là, qu'est-ce qu'il fait pour fêter ça? Il va au Fouquet's, une soirée de dingue, du champagne, du luxe, bref, tout ce qu'il faut pour choquer la France entière. L'opinion publique, elle prend ça très très mal. Et comme si ça suffisait pas, quelques mois après, en juillet 2007, le tout nouveau président décide d'accueillir en grande pompe, attention, Mouammar Kadhafi. À Paris, une visite d'État ultra controversée qui va faire couler énormément d'encre. Mouammar Kadhafi plante sa tente bédouine en plein cœur de Paris dans les jardins de l'hôtel Marigny, juste en face de l'Élysée. Le scandale médiatique est immédiat. Mais au-delà de la polémique, cette visite spectaculaire a une signification bien plus profonde. Elle scelle officiellement la normalisation des relations franco-libyennes. Et surtout, symboliquement, elle marque le paiement d'une dette, la dette politique de Sarkozy envers son financeur clandestin. Les contrats signés lors de cette visite se chiffrent en milliards d'euros. Vente d'Airbus, construction d'un réacteur nucléaire civil, contrat pétrolier pour Total. La France et la Libye sont désormais des partenaires stratégiques privilégiés. Et pendant 4 ans, le secret tient. Le financement libyen reste hermétiquement gardé. Seule une poignée d'initiés connaît la vérité sur l'origine réelle d'une partie significative des fonds de campagne. Sarkozy gouverne la France, mène sa politique de rupture, et rien, absolument rien, ne semble pouvoir menacer sa légitimité présidentielle. Et puis 2011 arrive, et là, tout s'effondre. Le printemps arabe déferle sur la Libye, le peuple se soulève et le régime de Kadhafi vacille. Et devinez qui se retrouve en première ligne pour bombarder son ancien meilleur pote, la France de Sarkozy. Oui, le même Sarkozy qui lui serrait la main quelques années plus tôt. Les avions français pilonnent les forces loyalistes et en octobre, Kadhafi est capturé et tué dans des conditions atroces.
Et c'est là que ça devient vraiment glauque parce que la question que tout le monde pense tout bas, mais que personne n'ose poser à voix haute, la voici. Est-ce que Sarkozy a poussé à l'élimination de Kadhafi pour faire taire le seul homme qui pouvait prouver qu'il avait financé sa campagne illégalement? Est-ce que la France a littéralement déclenché une guerre pour couvrir un scandale de corruption présidentielle? C'est dans les années qui suivent que tout commence véritablement à se fissurer. Parce qu'en 2012, après la défaite électorale face à François Hollande, Mediapart sort un document absolument explosif. On parle d'une note issue directement des services de renseignement libyens datée de 2006 qui évoque, et je pèse mes mots explicitement, un accord de financement de la campagne à hauteur de 50 millions d'euros. 50 millions! Évidemment, le chiffre paraît extravagant, probablement gonflé par la propagande du régime Kadhafi, mais le principe même du financement, lui, est clairement établi. Et ça, c'est déjà énorme. Et puis arrive 2013, Ziad Takieddine, qui est à ce moment-là complètement acculé par des enquêtes judiciaires multiples, portant sur ses propres magouilles, des histoires de commissions occultes dans les ventes d'armes, décide stratégiquement de balancer. Il veut négocier une forme d'immunité partielle avec le parquet. Et ce qu'il lâche dans une série d'interviews données à Mediapart au Monde et devant le juge d'instruction, Serge Tournaire, c'est du lourd. Il affirme avoir personnellement transporté 5 millions d'euros en cash en espèces de Tripoli jusqu'à Paris et les avoir remis directement à l'entourage immédiat de l'intéressé. Au départ, ces déclarations détaillées sont accueillies avec une bonne dose de scepticisme. Et franchement, on peut comprendre, hein, le public en a vu d'autres avec les intermédiaires douteux et leurs histoires à dormir debout. Mais malgré tout ça, elles vont quand même déclencher l'ouverture d'une information judiciaire en bonne et due forme, et pas pour n'importe quoi. On parle de corruption passive d'un dépositaire de l'autorité publique de financement illégal de campagne par une puissance étrangère de recel, de détournement de fonds publics étrangers et de blanchiment en bande organisée. Excusez du peu. C'est le juge Tournaire qui hérite du dossier. Un magistrat chevronné, pas un débutant, le gars, il travaille sur la corruption internationale depuis l'affaire Elf dans les années 90, autant dire qu'il connaît le terrain par cœur. Et ce qu'il va construire, c'est un dossier d'instruction absolument monumental. 100 témoins auditionnés sur 7 ans. 23 000 documents saisis lors de perquisitions en France et à l'étranger. Des enquêtes bancaires lancées dans 12 juridictions différentes à travers le monde. Et au milieu de tout ça, une mission quasi impossible, retrouver les traces de l'argent liquide libyen dans les circuits financiers français. 2014 à 2025, c'est une décennie de guerre judiciaire totale. Et le mot « guerre », il n'est pas exagéré. Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, on parle quand même d'un ancien bâtonnier, un ténor du barreau, spécialisé dans les grosses affaires politico-financières. Ces deux-là, ils mettent en place une machine de défense absolument redoutable. Une stratégie procédurale agressive multidimensionnelle qui va transformer cette affaire en un marathon judiciaire sans fin. Un truc interminable. Et le premier axe de cette défense, c'est quoi? C'est simple, démolir Takieddine. Le présenter comme un mythomane, un affabulateur professionnel, un type véreux, qui cherche juste à négocier une immunité judiciaire en balançant de fausses accusations contre Sarkozy. Et pour ça, les avocats de l'ancien président, ils sortent l'artillerie lourde des dizaines de témoignages d'anciens collaborateurs de Takieddine et tout cela, pour dire la même chose que ce mec, c'est un menteur pathologique et un manipulateur de première. Alors maintenant, on passe au deuxième axe de la défense, et là, franchement, c'est du lourd. L'idée, c'est quoi? C'est de contester une par une méthodiquement toutes les preuves documentaires que l'accusation met sur la table. Tu vois le truc venir. Les documents libyens, c'est de la propagande Kadhafi, ça vaut rien. Les relevés bancaires invérifiables, les banques libyennes ont été rasées pendant la guerre civile. Les témoignages des anciens responsables libyens, des vaincus qui cherchent à se venger pointent. Chaque preuve, ils la démontent. C'est chirurgical. Et attends, il y a un troisième axe encore plus vicieux. Là, on parle de violation procédurale. L'objectif, faire annuler des pans entiers de l'instruction. Les écoutes téléphoniques de Sarkozy contestées au motif que ça porte atteinte au secret de la défense et à l'immunité présidentielle. Les perquisitions à son domicile attaquées comme disproportionnées et vexatoires. Chaque élément de l'enquête, sans exception, fait l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction. En gros, la stratégie, c'est si tu peux pas gagner sur le fond, tu noies le système dans la procédure. Quatrième axe de la stratégie de défense et pas le moins vicieux, noyer le poisson. Comment? En multipliant les procédures collatérales pour ensevelir le dossier principal sous une montagne de contentieux annexes.
On attaque les journalistes pour violation du secret de l'instruction dès qu'une fuite est publiée. On poursuit Mediapart en diffamation. On saisit la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant un procès inéquitable, trop médiatisé. Chaque nouvelle procédure, c'est du temps gagné, c'est le procès principal qui recule encore un peu plus dans le calendrier. Et puis, il y a le cas Takieddine, parce que le personnage à lui tout seul va considérablement compliquer les choses. En 2020, il se rétracte partiellement, et là, c'est le chaos juridique. Sa crédibilité en tant que témoin principal s'effondre aux yeux des juges comme de l'opinion publique. Cette volte-face, elle ne sort pas de nulle part. On peut raisonnablement supposer qu'il a subi des pressions multiples, menaces physiques, propositions financières, pour acheter son silence, pression familiale, crainte pour sa propre sécurité. Et le contexte est révélateur en mars 2020, alors qu'il réside au Liban précisément pour échapper aux convocations de la justice française. Takieddine accorde une interview surprise à Paris Match. Et là, il lâche une bombe, il affirme soudainement avoir menti sur les valises libyennes. Attendez. Faut que vous compreniez bien ce qui se passe là parce que c'est du jamais vu. Takieddine, le gars qui pendant des années a juré sur tout ce qu'il avait de plus sacré qu'il avait transporté cet argent débarque et lâche, j'ai tout inventé. Sarkozy n'a jamais reçu un centime de Kadhafi. Les juges français m'ont mis la pression, ils m'ont promis l'immunité, alors j'ai fabriqué toute cette histoire. Boum. Silence dans la salle. Vous imaginez le séisme? Les milieux judiciaires, les milieux politiques, tout le monde est sur le cul. Personne ne s'attendait à ça. Et évidemment, le camp Sarkozy, il saute sur l'occasion comme un lion sur une gazelle. Thierry Herzog, l'avocat, il pavoise devant les caméras. Notre client a toujours dit la vérité. Le témoin principal avoue qu'il a menti. On exige un non-lieu immédiat. C'est la fête dans le camp de l'ancien président. Offensive médiatique totale. Pour eux, c'est plié. La preuve définitive que leur homme est innocent. Et là, vous vous dites, c'est fini. L'affaire est enterrée. Ah non. Non, parce que 15 mois plus tard, on est en juin 2020 et un rébellote. Takieddine accorde une longue interview depuis Beyrouth et là, il fait machine arrière sur sa machine arrière. Oui, vous avez bien entendu. Il dit maintenant, on m'a menacé. On m'a payé pour dire que j'avais menti. Mais la vérité, c'est que j'ai bien transporté 5 millions d'euros de Tripoli à Paris pour Sarkozy. Je le maintiens et je suis prêt à retémoigner devant les juges. Franchement, à ce stade, c'est plus une affaire judiciaire. C'est un feuilleton. C'est du Netflix en temps réel. Et le pire, c'est que absolument personne ne sait quelle version est la vraie. Ce nouveau retournement de situation replonge l'enquête dans un chaos judiciaire total. Parce que le problème, il est très simple à comprendre. Comment voulez-vous construire un dossier solide quand votre témoin principal change de version comme il change de chemise? Il affirme, il nie, puis il réaffirme exactement les mêmes faits. C'est un cauchemar pour n'importe quel procureur. Les juges d'instruction Serge Tournaire et Aude Burézy, on ne peut pas leur enlever ça. Ce sont des magistrats sérieux, déterminés, reconnus pour leur professionnalisme. Mais même eux se retrouvent face à un mur. Les preuves matérielles définitives, celles qui feraient basculer le dossier de manière incontestable devant une cour d'assises, elles n'existent tout simplement pas. Et il y a deux raisons majeures à ce genre. D'abord, l'argent liquide. Par nature, le cash ne laisse aucune trace bancaire, aucune empreinte électronique exploitable. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de payer en liquide, on est d'accord. Et ensuite, les témoins directs côté libyen, ceux qui auraient pu tout confirmer, eh bien pour la plupart, ils sont morts pendant la guerre civile de 2011. Les autres ont tout simplement disparu dans le chaos qui a suivi la chute du régime. L'accusation est donc gravement fragilisée et la crédibilité de tout le dossier est sérieusement entamée. Et c'est de là que l'affaire devient absolument dingue. Parce que figurez-vous que les documents officiels du régime Kadhafi, les preuves, les traces, tout ce qui pourrait faire tomber des têtes, ils ont été détruits, volés, dispersés pendant le pillage systématique des archives au moment de la chute du régime. Pratiquement, on parle d'un nettoyage complet. Mais attendez, c'est pas fini. Il y avait des témoins. Et pas n'importe lesquels. Le colonel Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi lui-même, celui qui supervisait personnellement toutes les opérations de financement clandestin à l'étranger, ce mec-là, c'était le témoin capital. Sauf que, capturé en Mauritanie, en 2012 extradé en Libye, condamné à mort par contumace, et puis, écoutez bien, mystérieusement libéré. Ouais, vous avez bien entendu, mystérieusement. Et quand les enquêteurs français ont voulu l'interroger, refus catégorique, il invoque le risque de représailles contre sa famille restée en Libye. Donc voilà, le témoin numéro 1 inaccessible.
Et le deuxième personnage clé, Bachir Saleh, le gestionnaire présumé des fonds secrets du régime, celui qui aurait pu tout corroborer. Mais Saleh, en 2011, il a pris la poudre d'escampette avec plusieurs centaines de millions de dollars. Oui, vous m'avez bien entendu, des centaines de millions, et il vit aujourd'hui tranquillement dans un pays du Golfe qui refuse catégoriquement toute coopération judiciaire avec la France. Commission rogatoire internationale envoyée, résultat zéro. Jamais interrogé formellement, rien nada que dalle. Les archives bancaires libyennes auraient pu tout changer. Elles auraient pu confirmer une bonne fois pour tous ces fameux retraits massifs d'espèces dont Takedine n'arrêtait pas de parler, sauf que, voilà, les bombardements de 2011, ils ont détruit une grande partie de ces documents, et ce qui n'a pas été détruit est devenu totalement inaccessible parce que les institutions financières libyennes se sont tout simplement effondrées. Alors oui, les enquêteurs ont quand même réussi à mettre la main sur quelques documents bancaires. Mais honnêtement, c'était incomplet, à moitié illisible, et évidemment, la défense de Sarkozy a contesté leur authenticité de manière systématique. Et puis en décembre 2025, après 13 ans d'enquête laborieuse, de procédures interminables, de rebondissements médiatiques, à n'en plus finir, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris finit par rendre son verdict. Un non-lieu partiel, hautement controversé, pour insuffisance de charges caractérisées. Voilà comment se termine pour l'instant le dossier du financement libyen. Alors, qu'est-ce que les magistrats disent concrètement dans leur ordonnance? Ils reconnaissent, et c'est important de le souligner, qu'il existe bel et bien des présomptions graves et concordantes de financement illégal. Ça, c'est dit, c'est écrit noir sur blanc. Mais, et c'est là que tout se joue, ils estiment que les preuves matérielles directes restent juridiquement insuffisantes pour établir avec la certitude absolue qu'exige le droit pénal français que Sarkozy aurait personnellement et consciemment reçu de l'argent libyen. Donc en clair, c'est une victoire judiciaire pour l'ancien président, mais attention, une victoire technique, pas une victoire morale, pas un triomphe. Il s'en sort non pas parce qu'on a démontré de manière convaincante qu'il était innocent, mais parce que l'instruction a présenté des failles procédurales et parce que les preuves matérielles irréfutables tout simplement manquent à l'appel. Et d'ailleurs, les magistrats eux-mêmes prennent soin de le préciser dans leur motivation. Et ça, c'est un détail qui dit « Toute l'absence de condamnation ne signifie en aucun cas la reconnaissance d'innocence. Elle signifie simplement qu'on n'a pas pu prouver juridiquement la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. » La nuance est énorme et elle mérite qu'on s'y attarde. Alors là, ce qui se passe juste après, c'est du grand spectacle. Sarkozy, il sort du palais de justice de Paris avec son avocat Thierry Herzog et sa femme Carla Bruni. Et qu'est-ce qu'il fait? Il improvise pas, hein. Il organise une conférence de presse directement sur les marches, devant des dizaines de caméras, des journalistes partout. Et là, il joue le grand numéro. Avec une émotion, parfaitement calibrée, il proclame son innocence totale enfin reconnue selon lui. Il dénonce ce qu'il appelle un acharnement politique judiciaire médiatique sans précédent. 13 ans. 13 ans qu'il se bat, d'après ses mots, contre une injustice absolue. Et puis il lâche sa phrase avec ce ton solennel qu'on lui connaît bien. Aujourd'hui, la vérité a enfin triomphé du mensonge. La justice a vaincu la calomnie. C'était du Sarkozy pur, j'eus la rhétorique grandiloquente, les grandes formules. Et il continue, il dit qu'il a été traîné dans la boue pendant 13 ans, que son honneur, sa réputation, sa dignité ont été salis au quotidien par des accusations qu'il qualifie de mensongères, diffamatoires, infamantes. Mais, et c'est là qu'il appuie, il a toujours su que la vérité finirait par éclater. Et ce jour-là, pour lui, c'est arrivé. Innocent, blanchi, lavé, complètement, définitivement. Alors là, accrochez-vous bien parce que c'est du lourd. Sarkozy se déclare totalement innocent. Sauf que petit détail, un non-lieu juridiquement, ça ne veut pas dire « vous êtes innocent ». Ça veut dire « on n'a pas réussi à prouver que vous êtes coupable ». C'est pas du tout la même chose. Mais ça, il s'en fiche royalement. Parce que sa stratégie, elle est limpide. Il ne veut pas juste échapper à la prison, non, non, non. Il veut carrément réécrire l'histoire, se transformer en martyr, en victime d'une persécution politique. Pas un politicien aux pratiques plus que douteuses qui a juste eu de la chance avec des failles de procédure. Non. Lui, c'est la victime. Point final. Et avec ce non-lieu fragile, on le rappelle, mais médiatiquement, c'est de l'or en barre, il passe à l'offensive. Janvier 2026, le bonhomme est partout. Plateau télé-interview, apparition publique.
13 ans d'accusations, 13 ans de soupçons et maintenant il veut tout effacer d'un coup. Et la cerise sur le gâteau. Il sort un bouquin, titre magnifique, La vérité sur l'affaire libyenne, 13 ans de persécution politique, évidemment best-seller immédiat. Parce qu'entre sa notoriété sulfureuse et la machine promotionnelle de ses réseaux politiques et médiatiques, le truc était plié d'avance. Et là, ce qui se passe ensuite, c'est absolument stratégique. Le mec lance une offensive médiatique totale. On parle de 2 heures face à Jean-Pierre Elkabbach sur CNews, une soirée spéciale sur TF, un avec Gilles Boulot, un entretien de 12 pages dans le Figaro Magazine, une longue conversation avec Laurent Ruquier dans « On n'est pas couché » sur France 2. Tous les plus grands médias français, il les fait tous. Et partout, c'est le même discours. Je suis la victime. On m'a persécuté. C'est une cabale politico-médiatique orchestrée par mes ennemis de gauche. Ils martèlent ça en boucle. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un objectif très clair, reprendre le contrôle du narratif avant les législatives de 2027, où les républicains veulent reconquérir le pouvoir. Et même s'il est officiellement retiré de la vie politique active, ce mec reste la figure tutélaire de la droite française. Son soutien ou son opposition peut littéralement faire ou défaire des carrières politiques. Sauf que, et c'est là que ça devient absolument fou, cette offensive médiatique soigneusement orchestrée va se retourner contre lui de la manière la plus dévastatrice possible. Ça va devenir un piège fatal. Car ce que Sarkozy ignore totalement à ce moment-là, c'est que le gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu dispose désormais en secret de preuves matérielles accablantes, des preuves juridiquement irréfutables que la justice ordinaire n'a jamais réussi à obtenir, et ce malgré 13 longues années d'investigation acharnée. On parle ici de documents confidentiels classifiés récupérés lors d'opérations clandestines, menée par les services secrets français directement en Libye. On parle de témoignages détaillés de hauts responsables libyens discrètement exfiltrés en France et placés sous la protection des services. Et surtout, on parle d'enregistrements audio et vidéo compromettants provenant directement des archives de sécurité ultra-secrètes du régime Kadhafi. Et ces éléments de preuve explosifs. Ils ont été obtenus dans des circonstances tellement extraordinaires que ça explique précisément pourquoi ils n'ont jamais pu être utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire classique. Et là, on arrive à un truc absolument dingue. Faut bien comprendre le contexte. La Libye, à ce moment-là, c'est le bordel total. T'as littéralement 3 gouvernements différents qui se battent pour le pouvoir. 3 personnes contrôlent rien. C'est l'anarchie complète. Et c'est justement dans ce chaos que la DGSE, les services secrets français, pour ceux qui suivent, décident de lancer des opérations clandestines ultra sensibles. L'objectif, récupérer des archives compromettantes datant du régime de Kadhafi. Parce que oui, ces documents-là, si c'est les Russes qui mettent la main dessus, ou les Turcs, ou pire, des groupes djihadistes, c'est la catastrophe assurée. Et une de ces opérations, nom de code CIRT, rien que ça, elle a lieu en mars 2023. Une équipe d'agents infiltrés débarque à Tripoli et ils réussissent à pénétrer dans un bunker souterrain planqué sous le complexe de Bab al-Azizia. Pour ceux qui ne savent pas, c'était l'ancien palais présidentiel de Kadhafi, en grande partie détruit pendant les événements de 2011. Et là-dessous, dans ce bunker abandonné, il restait des archives entières des anciens services de renseignement libyens. Des documents que personne n'avait récupérés depuis des années. Enfouis à 8 mètres sous terre, des coffres-forts militaires avaient miraculeusement échappé au pillage. Et quand les agents français les ont ouverts, jackpot, des centaines de documents ultra confidentiels, des bandes magnétiques audio, des disques durs entiers. Tout ça contenait les enregistrements systématiques des conversations entre responsables libyens et intermédiaires étrangers. Parce que le régime de Kadhafi, comme toute bonne dictature paranoïaque obsédée par le contrôle absolu, avait tout enregistré, tout archivé, méthodiquement. Chaque transaction sensible avec l'étranger, y compris et surtout les financements politiques clandestins. C'était du compromat. À l'état pur, tu gardes des preuves compromettantes sur chaque dirigeant étranger corrompu et le jour où tu en as besoin, tu les fais chanter. Pendant 4 décennies, le dictateur libyen avait patiemment bâti un arsenal redoutable, une collection massive de scandales en puissance capable d'éclabousser des dizaines de dirigeants à travers le monde entier. Et dans cette montagne d'archives explosives, plusieurs dossiers portaient un nom de code bien précis, NS Vonil L A N Sept. C'était la désignation libyenne pour une opération de financement occulte d'une campagne présidentielle française.
On parle ici de centaines de pages, des documents administratifs, des notes griffonnées à la main, des ordres de virement, des rapports de renseignement, des comptes rendus de réunions, le tout décrivant avec une précision chirurgicale toute la mécanique du financement illégal. Les montants, les dates, les intermédiaires, les circuits financiers, les destinataires, absolument tout était consigné. Le 15 janvier 2026, coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Les députés acceptent la demande de Sarkozy. Une commission d'enquête parlementaire va être créée sur les allégations de financement libyen. Et l'ancien président, il est confiant, il est convaincu qu'il va pouvoir utiliser cette tribune pour clamer son innocence une bonne fois pour toutes. Il accepte de venir témoigner, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Sébastien Lecornu en coulisses a préparé tout autre chose. Le Premier ministre a décidé d'utiliser cette audition pour balancer publiquement l'intégralité des preuves secrètes accumulées par les services de renseignement français. Et attention, ce n'est pas une initiative solo. Lecornu a obtenu le feu vert d'Emmanuel Macron lui-même. L'objectif, crever l'abcès de l'affaire libyenne une fois pour toutes, quelles qu'en soient les conséquences politiques. Le 22 janvier 2026, 15 heures pile. L'hémicycle de l'Assemblée nationale est bondé. Nicolas Sarkozy fait son entrée flash, des photographes caméras de télévision braqués sur lui. L'ancien président, 61 ans, n'a rien perdu de son énergie ni de sa combativité légendaire. Costume sombre impeccable, il incarne toujours cette figure du pouvoir qu'il a exercé si longtemps. Et quand il prend la parole, c'est avec cette assurance qui a toujours été sa marque de fabrique. Mesdames et messieurs les députés, je suis venu ici volontairement pour dire une fois pour toutes la vérité sur ce qu'on appelle l'affaire libyenne. La vérité, c'est que je n'ai jamais reçu un centime de Mouammar Kadhafi ou de son régime. Toutes ces accusations sont des mensonges, des manipulations, des calomnies. Pendant 25 minutes, il déroule son numéro. Et quel numéro? On a droit à tout l'arsenal classique, les affirmations balancées comme des vérités absolues, l'indignation morale sortie pile au bon moment, les attaques contre les médias, contre les juges, et bien sûr l'appel solennel à la raison. Takieddine, un délinquant notoire, un menteur qui aurait tout inventé pour décrocher une immunité judiciaire. Les documents libyens, des faux grossiers fabriqués de toutes pièces par les services de Kadhafi. Et lui, dans tout ça, une victime. Victime d'un complot politico-médiatique monté par ses adversaires. Puis vient la conclusion, et là il met le paquet. J'ai été président de la République française. J'ai servi mon pays avec honneur et dignité. Je ne laisserai personne salir mon nom et mon héritage sur la base de mensonges et de fabrication. La vérité finit toujours par triompher, et aujourd'hui la vérité triomphe. Je suis innocent. Et dans la salle, applaudissements nourris des députés. Des applaudissements républicains éclatent dans l'hémicycle. Sarkozy a visiblement marqué des points. Les éditorialistes présents dans les tribunes commencent déjà à rédiger mentalement leurs papiers sur le grand retour médiatique de l'ancien président, mais c'est précisément à cet instant que tout bascule. Sébastien Lecornu, en sa qualité de Premier ministre et membre de droit de la commission d'enquête, demande la parole. Le président de la commission, pris de court par cette intervention inattendue du chef du gouvernement, n'a d'autre choix que de la lui accorder. Un silence de plomb tombe sur l'hémicycle. Lecornu se lève, prend son temps, s'avance vers le pupitre avec une serviette en cuir noir sous le bras et plante son regard droit dans celui de Sarkozy. Et là, il lâche les mots qui vont tout faire voler en éclats. Monsieur l'ancien président commence-t-il d'un ton absolument glacial. Je vous remercie pour cette démonstration éloquente de ce qu'on pourrait appeler l'art du déni. Malheureusement pour vous, la vérité que vous invoquez si souvent va justement être établie aujourd'hui. Et elle est accablante. Et là, mes amis, accrochez-vous bien parce que ça va taper fort. L'attaque, elle est frontale. Elle est brutale. Pas de détour, pas de politesse. Sarkozy, on le voit, il est surpris par le ton. Il se redresse sur son siège, genre « Attendez, c'est quoi ce bordel ?» Les députés, ils retiennent leur souffle. Tout le monde sent que quelque chose de gros est en train de se passer. Et Lecornu, il lâche la bombe. Vous affirmez n'avoir jamais reçu d'argent libyen. Et là, tranquillement, il ouvre sa serviette. Il sort un document, pas n'importe lequel. Le document A106/147 récupéré par la DGSE directement dans les archives du régime de Kadhafi.
Un ordre de virement signé par Bachir Saleh lui-même autorisant le retrait de 5 millions d'euros en espèces, pas un virement classique des comptes secrets libyens. Et l'objet du virement, financement de la campagne NS, Nicolas Sarkozy, ce sont ses initiales. Le choc dans l'hémicycle, il est immédiat. Les caméras zooment sur le visage de Sarkozy et mes amis, il blêmit, il devient blanc. Et le cornu, lui, il ne s'arrête pas, il est implacable. Il enchaîne, vous prétendez que Ziad Takieddine a menti. Et là, il sort les relevés bancaires libyens, 3 retraits massifs d'espèces, novembre 2006, janvier 2007, mars 2007. Exactement, et je dis bien exactement aux dates que Takieddine avait indiquées. Coïncidence extraordinaire, n'est-ce pas? Franchement, à ce stade, qui peut encore parler de coïncidence. Sarkozy essaie de reprendre la main. Monsieur le Premier ministre, ces documents sont... Mais le cornu le coupe net sans la moindre hésitation. Non, monsieur Sarkozy, c'est moi qui ai la parole. Et vous allez écouter. Et là, mes amis, il ne s'arrête pas. Il continue son démontage pièce par pièce méthodiquement. Puis vient le moment le plus accablant, les enregistrements audio. En 2007, les services de sécurité libyens enregistraient systématiquement toutes les conversations de Takieddine et ces archives ont été récupérées. Le cornu annonce calmement « Écoutons ensemble ». Un silence de mort tombe sur l'hémicycle. Il active l'enregistrement sur le système de sonorisation. Et là, on entend distinctement la voix de Takieddine en français. Le ministre est très satisfait du premier versement. Il demande si le second peut être avancé à janvier plutôt que février. Puis une voix en arabe répond, traduite simultanément. « Pas de problème, le colonel a donné son accord. Dis à Sarkozy que la Libye n'oublie pas ses amis. » L'effet est absolument dévastateur. Sarkozy est livide. L'hémicycle entier est sous le choc. Et là, aucun répit. Aucun. On enchaîne direct. Vous affirmez n'avoir jamais rencontré personnellement Takieddine pour ses transferts, très bien. Alors voici les enregistrements de vidéosurveillance de l'hôtel Raphaël. On vous voit entrer discrètement le 4 mars 2007 à 22h30. Et 12 minutes plus tard, comme par hasard, Takieddine débarque. Vous restez 47 minutes dans la suite 401. 47 minutes. Alors, monsieur Sarkozy, qu'est-ce qu'on faisait là-dedans? Une petite partie de cartes entre amis, chaque révélation, c'est un coup de marteau, un de plus. Et Sarkozy, il essaie de garder la face, il fait son mieux, mais tout le monde voit que c'est en train de s'effondrer. Les députés, les républicains pétrifiés. Personne ne bouge, personne ne moufte. Et on continue. Parlons aussi de Claude Guéant, votre homme de confiance. En avril 2008, juste après l'élection, M. Guéant a ouvert un compte bancaire aux Seychelles. Et sur ce compte, 500 000 € en espèces. D'origine inexpliquée. À ce jour, toujours inexpliquée. Alors franchement, vous pensez vraiment qu'on est assez naïf pour croire que ça n'a rien à voir avec les valises libyennes. Et là, on arrive au moment où tout bascule. Parce que ce qui vient d'être balancé sur Guéant, c'est déjà énorme. C'est déjà plus violent que tout ce qu'on avait entendu avant. L'hémicycle, il explose. C'est le chaos total. Mais lui, il attend. Il laisse le bruit retomber. Et quand le silence revient, il sort la dernière carte. La pire. Et puis, il y a la question la plus terrible. Il le dit comme ça, calmement, terrible. Il prévient avant même de frapper. Et qu'est-ce qu'il sort? C'est une bombe nucléaire politique. Il rappelle 2011, l'intervention en Libye, la chute de Kadhafi, sa mort. Et il balance des témoins libyens exfiltrés par leurs soins affirment que dans ces derniers mois, Kadhafi menaçait de tout révéler, le financement, la campagne, tout. Si la France continuait à soutenir les rebelles, il parlait. Et quelques semaines après ces menaces, Kadhafi est mort, dans des circonstances que personne n'a jamais vraiment pu expliquer. Et là, la question tombe, directe, frontale, sans filtre. Avez-vous fait tuer Kadhafi pour qu'il ne parle jamais? C'est peut-être la phrase la plus violente jamais prononcée dans l'histoire politique française récente. On accuse un ancien président d'avoir commandité un assassinat d'État, pas entre les lignes, pas en sous-entendu, en face, devant les caméras, devant la nation. Cette accusation de meurtre politique, elle provoque un chaos absolu dans l'Assemblée. Et là, Sarkozy se lève, il est rouge de colère, il lâche, c'est scandaleux, c'est une mise en scène, je refuse. Sauf que Lecornu, il lui coupe la parole directe. Il lui balance. Ce qui est scandaleux, M. Sarkozy, c'est qu'un président de la République a bradé la politique étrangère de la France à un dictateur pour financer sa propre campagne.
Ce qui est scandaleux, c'est que vous ayez menti pendant 20 ans. Ce qui est scandaleux, c'est que vous soyez encore là aujourd'hui à nous prendre pour des imbéciles. Et c'est de là que tout bascule. La conclusion tombe et elle restera gravée dans l'histoire. Face à l'hémicycle, il lâche « Monsieur Nicolas Sarkozy, au nom du peuple français que vous avez trahi, je demande au procureur de la République d'engager immédiatement des poursuites pour haute trahison, corruption aggravée et complicité d'assassinat. Votre immunité d'ancien président ne vous protégera plus. La vérité a enfin triomphé, mais ce n'est pas votre vérité. » Et là, mes amis, c'est l'explosion. Instantanée, totale. Sarkozy quitte l'hémicycle en catastrophe sous les huées d'une partie des députés. Les caméras captent tout son visage décomposé, son monde qui s'effondre en direct. Et pour la première fois de toute sa carrière, le grand orateur, celui qui avait toujours une réplique, toujours un mot plus haut que l'autre, est sans voix. Dès le lendemain, c'est un tsunami médiatique. Tous les journaux, sans exception, titrent sur la même chose, la chute de Sarkozy, l'affaire libyenne, les preuves accablantes, l'écornu détruit l'héritage Sarkozy. Le Monde publie l'intégralité des documents présentés en commission. Mediapart décortique les enregistrements audio. Libération, de son côté, sort des témoignages complémentaires de Libyens exfiltrés. Et ça ne s'arrête pas là. Les jours qui suivent, les révélations continuent de tomber les unes après les autres. Des anciens collaborateurs de Sarkozy commencent à parler, et quand je dis parler, c'est lâcher des bombes. Le parti Les Républicains se déchire littéralement en deux d'un côté, ceux qui défendent encore l'ancien président coûte que coûte de l'autre, ceux qui prennent leur distance à la vitesse de la lumière. Claude Guéant est placé en garde à vue, et Thierry Herzog, l'avocat historique de Sarkozy, est lui-même menacé de poursuites pour obstruction à la justice. 3 mois après cette confrontation historique, les retombées sont absolument colossales autant sur le plan géopolitique que judiciaire. Le procureur de la République déclenche une information judiciaire pour haute trahison, on parle là de la procédure la plus lourde qui puisse viser un ancien chef d'État, rien que ça. Sarkozy se retrouve sous contrôle judiciaire strict, interdiction de quitter le territoire, obligation de pointer chaque semaine. Mais au-delà du volet juridique, c'est son héritage politique qui est pulvérisé de manière irréversible. L'homme qui rêvait d'entrer dans l'histoire comme un grand réformateur, eh bien, il y entre finalement. Oui, mais comme le président corrompu qui a bradé la politique étrangère de la France à un dictateur. Et c'est de là que tout bascule, les amis. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est pas juste un discours politique, c'est un séisme. L'historien Patrick Weil le dit lui-même, et je cite l'idée, pas les mots exacts selon lui, ce qui a été révélé ce jour-là, c'est ni plus ni moins que la mise à nu d'une des plus grandes corruptions de l'histoire républicaine française. 20 ans. 20 putains d'années que Sarkozy naviguait entre les mailles du filet judiciaire. Il a fallu qu'un premier ministre se lève devant tout le monde et dise à voix haute ce que tout le monde chuchotait dans les couloirs depuis des lustres. Et le résultat, l'homme de 39 ans devient une figure, un symbole. Son intervention elle est désormais étudiée dans les facs de droit, pas comme un moment politique lambda, non comme un modèle de courage et de rigueur dans l'établissement des faits. Les étudiants en droit bossent dessus. C'est devenu un cas d'école. Et l'histoire, elle retiendra une chose très simple ce jour de janvier 2026. Dans l'hémicycle, un homme a infligé une défaite morale et judiciaire définitive à l'un des présidents les plus controversés de la Ve République. Et par cette victoire de la vérité sur le mensonge, il a redonné aux Français une part même infime de confiance dans leurs propres institutions. Et ça, mes amis, c'est pas rien.